En 1483, deux enfants disparaissent de la Tour de Londres. Il s'agit d'Édouard, l'héritier de la couronne d'Angleterre, alors âgé de 12 ans, et de son petit frère Richard. De l'avis général, ils ont été assassinés. Cet événement changera la monarchie britannique pour toujours. Leur oncle Richard III a toujours été tenu responsable de ce crime. Il aurait commandité le meurtre des deux princes pour s'emparer du trône. Mais aujourd'hui, une enquête remet tout en cause. Il s'avère que deux autres suspects avaient également un mobile. Rouvrons l'histoire classée d'un infanticide royal. La disparition des fils d'Édouard IV constitue l'un des plus grands mystères de l'histoire royale britannique. Richard III est mort depuis à peine 3 ans lorsqu'on se met à l'accuser du crime. Les monarques qui lui succèdent n'hésitent pas à le vilipender. Même William Shakespeare l'immortalise en usurpateur qui s'empare du trône en faisant couler le sang, notamment celui de ses neveux. Mais à en croire les historiens contemporains, ce n'est pas un portrait très fidèle. De nombreux documents témoignent de la vie de Richard III. Il est loyal envers son frère, le roi Édouard IV. C'est à lui qu'on confie la garde des princes à la mort du souverain. Il est alors considéré comme le meilleur choix pour assurer la régence en attendant leur majorité. Il n'a rien du bossu estropié qu'on a décrit, et il n'est pas seul à avoir pu souhaiter la mort des deux garçons. Nous allons accorder à Richard III l'audience qu'il n'a jamais eue. En sortira-t-il blanchi après 5 siècles de propagande? En 1483, Richard III isole les garçons dans la Tour de Londres. D'après le professeur Pollard, la réclusion des princes ne prouve pas sa culpabilité. La Tour de Londres n'a pas toujours eu mauvaise réputation. C'est de là que partaient les processions de couronnement, et c'était aussi une résidence royale. Plus tard, notamment à cause de ce qui est arrivé aux deux garçons, on l'a assimilé à une prison où avaient lieu assassinat et exécution. Une chose est certaine, leur oncle convoitait le trône et il aurait eu recours à des méthodes douteuses pour y parvenir. En juin 1483, on annonce que les princes sont illégitimes car leur père, le défunt roi, s'était marié secrètement à une autre femme avant d'épouser leur mère. D'après la loi catholique, ces enfants sont donc des bâtards et leur oncle devient l'héritier légitime. Par un acte appelé le Titulus Regius, le Parlement octroie la couronne à Richard d'York, qui devient Richard III. Ses détracteurs l'accusent d'avoir fomenté ce coup d'éclat, mais ça ne fait pas nécessairement de lui un assassin. Le professeur Michael Jones s'est penché sur la disparition des deux princes. Une fois que Richard a obtenu le trône de façon légale, les princes ne sont plus une menace pour lui. En tant que bâtards, ils ne peuvent plus prétendre à la succession. D'après une rumeur, le roi les aurait fait assassiner moins d'1 mois après son couronnement, tandis qu'il visitait ses terres dans le nord. Pourtant, les écrits qui accusent Richard III n'apparaissent que 50 ans après sa mort.
Sir Thomas More, homme politique et juriste, énonce l'acte d'accusation dans son ouvrage intitulé « Richard III ». Linda Pidgeon est spécialiste de l'histoire royale britannique. Elle a étudié cette prétendue biographie. À en croire la théorie compliquée de Thomas More, Richard III souhaitait la mort des princes. Et là, quelqu'un lui aurait dit « Je sais qui peut vous aider ». L'assassin potentiel est un certain James Tyrrell, loyal serviteur de Richard III. D'après Thomas More, Tyrrell et 2 complices assassinent les fils d'Édouard IV dans leur sommeil. Ce sera la thèse retenue par Shakespeare dans sa tragédie. Puis, ils déplacent les corps et les enterrent sous l'escalier. La version de Thomas More accuse clairement Richard III. À la bibliothèque d'Eton, le professeur Julian Luxford a découvert un document qui semble étayer cette version. Ce poème dit que Richard III a gaspillé la fortune amassée par son prédécesseur et qu'il a supprimé la progéniture d'Édouard IV. Ces vers dateraient de 1485, peu après la mort de Richard III. Mais l'interprétation du mot latin « opprimere », qu'on peut traduire par « supprimer », divise les experts. Le terme « supprimer » était aussi ambigu à l'époque qu'aujourd'hui. Ça veut dire tout et n'importe quoi. On peut très bien supprimer quelqu'un sans aller jusqu'au meurtre. Ce poème a beau diffamer Richard III, on ne peut pas dire qu'il l'accuse ouvertement d'avoir assassiné ses neveux. Une découverte faite par hasard dans la Tour de Londres tendrait même à l'innocenter. À l'occasion de rénovations en 1674, des ouvriers découvrent 2 petits squelettes. Comme dans la version de Thomas More, ils ont été enterrés sous un escalier. Une plaque commémorative marque aujourd'hui cet endroit. Pourtant, la plupart des historiens doutent qu'il s'agisse des ossements des 2 princes. D'après Linda Pidgeon, l'endroit indiqué par Thomas More n'est pas le bon. Pour creuser sous un escalier de pierre, il faut mobiliser des ouvriers pendant plusieurs semaines. Cela ne se fait pas en une nuit. Et si on creuse au pied de l'escalier, ça demande d'aller jusqu'aux fondations. De plus, rien ne prouve qu'il s'agisse des ossements des 2 princes. On n'est pas certain du sexe de ces enfants. Et leur âge est difficile à déterminer. Donc tout est possible. Ce sont soit les squelettes des princes, soit ceux d'autres enfants. S'il s'agit des princes, cela accrédite la thèse de Thomas More. Mais la famille royale actuelle refuse qu'on pratique des analyses sur les ossements. Des chercheurs tentent d'identifier les squelettes par d'autres moyens. Tant qu'on ne pourra pas faire le lien avec Richard III, sa culpabilité restera pure spéculation. On accuse Richard III de ce double meurtre depuis des siècles. Pourtant, le dossier d'accusation est étrangement mince. Une enquête plus poussée révèle d'autres coupables possibles. À commencer par le duc de Buckingham.
C'est un ami intime de Richard III. Il fait partie de son entourage proche. Un document contemporain de l'époque du crime semble l'accuser. Peter O'Donoghue est le gardien de manuscrits parmi les plus précieux d'Angleterre. Ces annales ont sans doute été rédigées par un marchand de Londres, année après année. En 1482-83, il écrit « Cette année, les fils d'Édouard IV ont été mis à mort à la Tour de Londres par l'odieux duc de Buckingham. » Ce récit est l'un des rares qui relate les événements de l'année de la disparition des princes. L'accusation est claire. C'est le plus ancien témoignage de ce qui se disait à Londres à l'époque. Lorsque Richard d'York monte sur le trône, Henry Stafford, duc de Buckingham, devient le deuxième homme le plus puissant du pays. Et l'un des rares qui soit autorisé à voir les deux princes. Bert Field, historien et avocat, a enquêté sur tous les suspects de cette affaire. Le duc de Buckingham, premier père du royaume, était un homme instable, méchant et très égoïste. Je pense qu'il enviait Richard d'être devenu roi parce que lui-même avait des chances d'être couronné. Descendant d'Édouard III, il peut prétendre au trône, mais pas de façon aussi directe que Richard d'York. Il a un comportement imprévisible et c'est peut-être simplement quelqu'un de très instable. Cela dit, il est possible qu'il ait eu une idée derrière la tête, s'emparer de la couronne par exemple. En tant que bras droit de Richard III, le duc de Buckingham est toujours à ses côtés. Mais quand le roi se rend à Oxford peu après son couronnement, il n'est pas sur la liste des accompagnateurs. S'il est resté à Londres, il n'a eu aucun mal à s'approcher des deux jeunes princes. Débarrassé des garçons, il fait donc un grand pas en direction du trône. Surtout s'il parvient à faire accuser Richard III. La théorie de la culpabilité du duc de Buckingham est la suivante. Il tue les princes et il accuse Richard III du crime dans le but de le détruire. C'est une thèse tout à fait plausible, connaissant son caractère névrotique. S'il a bien tué les princes, il y a de fortes chances pour que Richard III exige des explications. Les deux hommes se retrouvent en tête-à-tête. Ce qu'ils se disent restera un mystère. Toujours est-il que peu après, le duc de Buckingham lance l'offensive et trahit le roi. J'imagine qu'il comptait s'emparer du trône. Pour cela, il a besoin d'un allié. Le duc se tourne alors vers l'autre suspect du meurtre des princes de la Tour de Londres, Henry Tudor, le futur Henri VII. Henri Tudor avait très peu de chances d'accéder au trône. Quasiment aucune, selon moi. Il descend d'une lignée féminine interdite de succession. Ses chances sont faibles, mais il est très puissant. Henri Tudor appartient à une famille très influente. Il peut mobiliser une armée en très peu de temps. S'il soutient le duc de Buckingham, c'est parce qu'il veut monter sur le trône. La rébellion est un échec.
Richard III ordonne l'exécution du duc de Buckingham. Henri parvient à s'échapper. Il revient 2 ans plus tard et tue Richard lors d'un affrontement épique. Ce n'est pas le courage qui lui fait remporter la bataille de Bosworth, mais plutôt d'habiles manœuvres politiques. Car Richard III est trahi une fois de plus. Son allié, le comte de Northumberland, retire ses hommes au dernier moment, laissant l'armée du roi en infériorité numérique. Pour justifier son opposition à celui-ci, Henri Tudor affirme que Richard III a fait assassiner les 2 princes. Mais la réaction du peuple à la mort de son souverain montre qu'il ne croit pas à la version d'Henri Tudor. Richard III a été très apprécié, surtout dans le nord de l'Angleterre. Le comte de Northumberland l'avait trahi sur le champ de bataille. Aussi, quand celui-ci est retourné sur ses terres, il a été tué par le peuple, qui n'avait pas supporté la trahison de son héros. Débarrassé de Richard III, Henri Tudor s'empare du trône et devient Henri VII, premier souverain de la dynastie des Tudors. Il avait déjà renforcé son pédigré royal en promettant d'épouser Élisabeth d'York, sœur des 2 princes. Ironie de l'histoire, cet acte révoquait leur illégitimité et leur redonnait droit à la couronne. S'ils sont illégitimes, alors la femme d'Henri VII l'est également, et par conséquent, il n'est pas vraiment le roi. Donc son seul recours était bien de les tuer. Henri avait très bien pu préméditer le meurtre des 2 princes. Ces hommes auraient très bien pu mettre la main sur les jeunes garçons. Pendant tout son règne, Henri VII se montre impitoyable. On ne compte plus ceux qu'il a fait emprisonner ou tuer, comme par exemple un cousin des princes âgé de 10 ans, et même des membres de sa propre famille. Une fois l'avenir des Tudors assuré, le nouveau roi se met à réécrire l'histoire en détruisant certains documents. Il commence par faire supprimer le Titulus Regius. Il s'agit de l'acte par lequel le Parlement détaille les raisons de l'illégitimité des enfants d'Édouard IV et affirme les droits de leur oncle Richard sur la couronne d'Angleterre. Du point de vue politique, Henri VII doit se débarrasser de ce document gênant qui discrédite sa future épouse. En réhabilitant son épouse, Richard III au rang d'usurpateur et de bouc émissaire du meurtre des princes. La conséquence, c'est que l'idée selon laquelle Richard III n'aurait eu aucune légitimité à monter sur le trône d'Angleterre a commencé à se répandre. Et cette idée fausse n'a pas cessé de prendre de l'ampleur. Les monarques de la dynastie Tudor poursuivront leur campagne de dénigrement de Richard III. Pendant le règne d'Élisabeth Ier, petite fille d'Henri VII, Shakespeare le décrit comme un bossu, tueur d'enfants. Les historiens s'accordent aujourd'hui à dire que décrire Richard III comme un monstre maléfique est une grossière erreur. On déforme son caractère, mais on le déforme aussi physiquement. Et bien entendu, l'un est censé être le reflet de l'autre. Mais le simple fait que les Tudors aient calomnié Richard III pendant des générations suffit à faire douter de sa culpabilité. Il n'y a pas de preuve qu'il ait fait assassiner les 2 princes. Henri Tudor et le duc de Buckingham sont tout aussi suspects.
L'un a épousé la fille d'Édouard IV, assuré sa descendance et régné jusqu'à la fin de ses jours. L'autre visait la couronne, mais ne parvint jamais à ses fins. En l'absence de preuves tangibles, on ne peut rien affirmer. Mais un autre scénario pourrait blanchir Richard III. Il serait non pas l'assassin des deux princes, mais leur protecteur. Il est très probable que Richard III ait envoyé les princes en Europe, chacun de leur côté. Pour garantir leur sécurité sans renoncer au trône, il a tout intérêt à les cacher. Il a dû leur raconter des choses pour les dissuader de révéler leur identité, parce que ça aurait pu les faire tuer. Le roi les a sans doute séparés pour les empêcher de parler. Il est possible qu'on leur ait dit « Ton frère a été assassiné, alors surtout pas un mot ». 2 soulèvements ont lieu après la mort de Richard III. Ils sont menés par des hommes qui prétendent être les princes de retour d'exil. Le premier est connu sous le nom de rébellion de Lambert-Simnel. Des rumeurs circulent, les princes sont revenus. Henri VII écrase rapidement la révolte et personne n'a vu la moindre trace des garçons. 8 ans plus tard, en revanche, la seconde rébellion fait vaciller la monarchie. À la cour de Bourgogne, un homme prétend être le plus jeune des 2 princes de la Tour de Londres, Richard, le duc d'York. Henri VII contre-attaque en affirmant que cet homme n'est qu'un roturier nommé Perkin Warbeck. Mais il est loin de convaincre tout le monde. Ce prétendant, s'il s'agit bien d'un prétendant, et les soulèvements qu'il a provoqués étaient tout à fait sérieux. Perkin Warbeck a le soutien d'un grand nombre de partisans. Marguerite, 3e sœur de Richard III, Charles VIII de France, le roi d'Écosse et même l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Il avait des soutiens en Angleterre. Le plus inquiétant pour Henri VII, c'était William Stanley, son propre chambellan. Un jour, quelqu'un entend Stanley dire qu'il s'alliera à Warbeck s'il s'avère qu'il est bien le jeune prince Richard. Ces paroles ont suffi à envoyer William Stanley sur le billot. C'est bien la preuve qu'il dérangeait. Henri VII a fort à faire avec les partisans de Perkin Warbeck. Mais en 1497, alors que ce dernier prépare l'invasion de la Cornouaille sur la côte sud de l'Angleterre, il est capturé et conduit à la Tour de Londres. Il finit par avouer qu'il n'est pas l'un des 2 princes disparus. Il y a tant d'incohérences dans ses aveux qu'on a l'impression qu'il lance plutôt le message suivant. Je ne suis pas Perkin Warbeck. Pour moi, ça veut dire je suis le plus jeune des 2 princes. Ce qui est certain, c'est qu'Henri VII fait torturer, puis mettre à mort son prisonnier. Cette exécution met un coup d'arrêt aux invasions. Il faut envisager la possibilité que Perkin Warbeck ait dit vrai. Peut-être était-il vraiment le plus jeune des 2 princes de la Tour de Londres, Richard, duc d'York, et l'héritier légitime du trône, autrement dit Richard IV d'Angleterre. Nombreux sont ceux qui ont été accusés du meurtre des princes héritiers de la couronne d'Angleterre. Le très décrié Richard III a été déclaré coupable sans autre forme de procès.
Pourtant, Henri Tudor et le duc de Buckingham font des suspects tout aussi envisageables. À moins que de nouvelles preuves ne soient révélées, il n'y a aucun moyen de savoir qui a réellement tué les deux garçons. Mais si, comme le pensent certains spécialistes, les princes ont pu s'échapper, si c'est bien le jeune Richard qui est revenu réclamer sa couronne, alors son assassin n'est autre qu'Henri Tudor.